Cette semaine, dans le balado, on veut préserver la tradition du réveillon, on discute de religion et notre nouvelle belle famille nous donne du trouble. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Oui, trois beaux sujets à discuter autour de la table à Noël. Les traditions, la religion, puis la belle famille. La belle famille, ouais. On est vraiment en novembre, 46 jours avant Noël. Hey, arrête-moi ça. On parle pas de Noël avant le 1er décembre, s'il vous plaît. Bien qu'on va voir des films de Noël qui arrivent de plus en plus. Fait que, on n'a pas de Grinch cette semaine, c'est toi, finalement. Oui. Non, je sais pas. Je suis pas si Noël que ça. C'est juste, je pense, l'arrivée du cyclone de Noël fait qu'on n'a pas le choix d'en parler. Puis là, on dirait que tous mes médias sociaux sont Noël à cause que je suis le cinéma québécois, et etc. Fait que, voilà. Alors, beaucoup de sorties cette semaine à discuter, mais passons rapidement aux actualités. Très petite semaine, moi j'ai deux petits trucs, je sais pas si j'ai t'avais quoi une grande annonce. Oh, une grande annonce! Non, c'est pas une grande annonce, là, ça a l'air de... on a parlé il y a quelques semaines des nominations au Gala Québec Cinéma des prix Iris. Eh bien, cette semaine, dès lundi, qui sera le 11 novembre, dépendamment quand vous nous écoutez, c'est le Sprint Gala Québec Cinéma. Alors, cette année, les 7 films en nomination pour le meilleur film, l'Iris du meilleur film, vont être représentés dans certains cinémas participants. Et dans la plupart des cinémas aussi, ça sera suivi d'une séance de questions-réponses, un Q&A en direct, dans le fond, donc avec un lien YouTube live, mais des membres de l'équipe du film vont répondre aux questions. J'imagine que ça va être en textant ou quelque chose comme ça, reçoivent les questions. Fait que c'est un Q&A national, finalement. Fait que vous pouvez aller voir sur le site de québeccinéma.ca ou checker Sprint Québec Cinéma, là, quel cinéma sont participants à ces choses-là, parce que puisque les questions-réponses sont en même temps, ben, les dates sont précises. Oui. Fait que j'ai pas noté chaque date, mais les 7 films et dans l'ordre de présentation. Okay. Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant. Ensuite, il y a Rue, Ababouiné, Simple comme Sylvain, Solo, Richelieu et 1995. Donc, du 11 novembre au 5 décembre, là, ces 7 films-là jouent. C'est tout le temps la semaine, là, du lundi au jeudi. OK. Parce que c'est un peu moins peut-être nuisible pour une salle de cinéma, là, refaire ça un samedi soir, etc. Là. Mm-hmm. Et le gala, lui, mais je le rappelle, c'est le dimanche 8 décembre. Alors, c'est l'initiative, le Sprint Gala Québec Cinéma. Ben, intéressant. Donc, ça vous donne l'occasion peut-être de rattraper un film québécois que vous n'avez pas vu en salle, le bonifier avec ce question-réponse-là, qui est toujours intéressant, je trouve, à participer. On en prend toujours plus sur les films, la production, oui, tout ça. Puis des fois, on dirait que c'est deux visions différentes. Un Q&A à chaud, là, après le film, souvent, n'est même pas encore tout à fait à l'affiche. C'est juste des premières projections, puis là, déjà, on répond, blablabla. Mais là, la plupart de ces films-là, ils ont pris l'affiche il y a 1 an, il y a 8 mois, il y a 6 mois. Je pense à Simple comme Sylvain, qui a gagné le César du meilleur film étranger, c'était ça, ou international, je ne sais plus comment il l'appelait. Puis tout, ben, là, on va pouvoir voir des suites de ça. Quoique, je ne suis pas certain que c'est Monia Chokri qui est dans le Q&A pour cela, mais quand même... les artisans et quoi que ce soit. T'sais. Fait que ça donne une perspective différente à tous ces films-là. T'sais. Excellent. Le temps qui défile sur nous et qui change nos perceptions. Voilà. De mon côté, écoute, c'était sorti vendredi dernier au moment où on enregistrait l'épisode du balado. Il va y avoir une suite à Godzilla Minus One. Le Godzilla qui a été très bien apprécié, qui a connu un succès planétaire, un succès surprise. Un succès monstre. Un succès monstre, allons jusque-là. Donc, insérer aussi tout jeu de mots numérique pour Minus One, que sera la suite, Minus 2, Minus 0.5... à suivre. One. Donc, c'est Takashi Yamakazi qui avait scénarisé, réalisé et même fait les effets visuels, si je ne me trompe pas, il faisait partie de l'équipe. Okay. Donc, il va scénariser et réaliser cette suite-là. On n'a pas de date de sortie encore. Donc j'imagine dans 2-3 ans. Peut-être. Peut-être un peu avant. En même temps, ça ne doit être pas hyper J'espère que ça va être à la hauteur parce que l'autre est arrivé un peu en surprise en Amérique du Nord, parce que c'est un film qu'on n'entendait pas trop. Là, ça commence à discuter. Il y a un nouveau Godzilla qui sort au Japon, j'espère qu'on va l'avoir, j'espère qu'on va l'avoir. Puis là, c'est arrivé assez rapidement, puis quelques cinémas ont... Même
comment dire, pour les cinémas, l'accès aux copies et tout s'est fait assez tardivement, là, genre, puis ça sortait début décembre, là, nous autres, puis des fois une période où c'est pas mal pré-réglé, là, qu'est-ce qui s'en vient dans les salles de cinéma à Noël, Ouais. là, des surprises le 1er 6 décembre, c'est plus ou moins le fun, là, d'habitude, là. Ou tu te dis, ben, je vais l'ouvrir, mais tu sais, je te débarque à Noël. Mais là, les cinémas étaient... Heureusement, l'accueil du public était vraiment fort. Fait que Ouais, c'était comme, ben, OK, on n'a pas le choix, il faut garder... Pour plusieurs cinémas, il faut garder une salle pour ça pendant les fêtes. Puis, fait que c'est quelque chose d'autre qui a écopé à ce moment-là. Ah, ce genre de succès de bouche à oreille, le mot s'est passé, puis ça a réussi à rejoindre un public un peu plus grand qu'habituellement pour ces genres de films-là. Fait que... Puis ce qui est intéressant, ça se déroulait aussi juste après la Deuxième Guerre mondiale. Fait qu'on était dans un film d'époque, de monstres et tout ça. Fait que... Penses-tu qu'ils vont tout de suite jump the shark, puis là, ça va être dans l'espace en 3400? Non, moi j'ai l'impression que ça va être Non, genre... probablement même pas 10 ans après. J'ai l'impression qu'ils vont garder ce côté-là. Ouais, c'est ça, mais avec des nouveaux rétro, là, personnages. peut-être. Là. Bien que je pensais pas faire le personnage féminin là, qui avait comme un genre de lien avec la créature vers la fin, avec quelque chose. Là, c'est elle avait flou pour moi, ça. survécu au carnage, mais en tout cas, il me semble qu'il y avait... Bref, on verra bien. Ah, elle avait été soufflée, là, c'était ça? Ouais. Ok. Mais moi aussi, ça remonte à loin. Sinon, écoute, il faut prendre ça avec un grain de sel parce que tout ce qui touche Star Wars depuis plusieurs années, on annonce plus de projets qui se concrétisent finalement. Là, mais là, je sais pas si c'est la stratégie. T'sais. On va annoncer, puis après, on va mesurer on teste le pouls buzz, sur peut-être. Twitter, puis tout, puis on choisit celui. Je sais pas. Un genre de courte paille. J'ai l'impression qu'on est trop enthousiaste, tout simplement, ou juste au lieu de laisser le temps de développer les projets puis voir s'ils vont réellement aboutir. Mais bref, Simon Kinberg, qui a travaillé entre autres sur les films d'X-Men de la Fox. Pas genre le Dark Phoenix, puis... oui, il n'a pas fait les meilleurs, mais il y avait quand même, j'ai pas tout noté sa filmographie, mais quand même des choses intéressantes. Là. Okay. Mais il a déjà travaillé dans l'univers Star Wars, c'est le co-créateur de la série d'animation Rebels avec Dave Filoni quand même. Okay. Une série qui avait été bien appréciée par les fans, qui était en nomination pour des prix, et il avait été consultant également pour l'épisode de 7. Donc, il faisait partie de l'équipe là, qui donnait un peu leurs opinions. Ouais, c'est ça. Donc, mais on se lance quand même dans une trilogie, fait que ça, c'est toujours ambitieux. La bonne nouvelle, c'est que c'est lui qui serait donc derrière les 3 films au complet. Je pense qu'on va éviter la débâcle d'épisode 7, 8, 9 où il n'y avait aucun maître à bord, aucune ligne directrice pour les 3 films. On se laissait porter par le courant. Oui, c'est ça, par la nouvelle personne qui arrivait en poste pour chacun des films. Fait que, mais on n'en sait pas plus, évidemment. On a confirmé que ça serait vraiment pas épisode, donc 10, 11, 12. On partirait ailleurs, mais on ne sait pas non plus dans quelle lignée de temps tout ça va se situer. Puis, comme je dis, si ça va vraiment arriver à bon port. Ils peuvent refaire la stratégie initiale. Au lieu de faire 10, 11, 12, là, ils peuvent aller faire 13, 14, 15. Peut-être. Tout de suite. Puis là, ils vont laisser un trou plus tard pour dire qu'est-ce qu'on fera entre les deux. Écoute, ou ABC, là, on va dans l'alpha numérique. Ça va être à voir. Ça pourrait être quand même assez audacieux de débuter avec un milieu de trilogie, encore une fois. Bref, à suivre pour les amateurs de Star Wars comme je suis, mais comme je dis maintenant, je regarde tout ça avec un petit sourire en me disant oui, ok, on verra bien. C'est ça. On se fait pas tout de suite des faux t-shirts du prochain film. Fait que c'est tout, moi, pour les actus. Honnêtement, c'était une très petite semaine. Puis même en annonce, il n'y a rien de majeur, d'important à souligner. Donc, plongeons directement dans les sorties de la semaine, puis allons-y avec le gros film québécois. Déballer. Oui. Allons-y avec le Cyclone de Noël d'Alain Chicoine. Le Cyclone de Noël, c'est un film spin-off de la très populaire série L'Œil du Cyclone qui joue à Radio-Canada. Et d'abord, ils jonglaient avec l'idée de faire un épisode de Noël et rapidement, ils se sont dit pourquoi on go big or go home, puis on fait un film de Noël, puis on l'envoie ça dans les salles de cinéma du Québec. Alors, ça met à l'affiche le même beau monde que dans la série, donc Christine Beaulieu, qui est le personnage central, Véronique Loutier, Patrick Yvon, Daniel Proulx, Luc Sonnet, puis les enfants Juliette Aubé, Joey Bélanger et Michiquan. Catherine Souffron, qui est la nouvelle blonde de Patrick Yvon. L'apparition de Dominique Paquet, je pense pas qu'on le voit dans la série. Non. Peut-être qu'on va commencer à le voir, cela dit, parce qu'il joue le père du chum de la plus vieille fille.
Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Eh bien, on s'apprête à faire la pige de Noël, donc qui donne un cadeau à qui? Et là, Isabelle, le personnage de Christine Beaulieu, apprend que finalement, Noël n'aura pas lieu tout à fait comme prévu parce qu'il y en a qui s'en vont à New York dans de la belle famille, la famille du personnage de Catherine. Sa plus vieille, elle va aller dans la famille de son chum, donc Dominique Paquet. Et du coup, les parents, la grand-mère en profite pour aller en Floride, tel des snowbirds. Fait que là, là, finalement, je me retrouve carrément tout seul, avec sa sœur, mais quand même tout seul. Il se dit, j'ai juste à saboter chacun de ces 3-4 projets-là. Puis ils n'auront pas le choix de revenir à notre belle tradition qui est le Noël de recevoir et tout, parce qu'elle aime tout cet agrément-là de la tradition des fêtes, même si c'est épuisant. Eh bien, sans surprise, peut-être que tout ça va lui repéter au visage, advenant que ses proches réaliseraient qu'elle est en train de les flouer. Et là, la question, moi, de mon côté, on est de très grands fans de la série, on écoute depuis le début. Toi, non. Alors toi, comment as-tu reçu cette proposition-là? Ben, tu vois, je le savais de base, et peut-être je vais vous l'apprendre là, que c'est une histoire c'est une mère de 3 enfants qui est séparée de son conjoint qui est joué par Patrick Yvon, mais qui sont en très très bons termes, qui habitent très proches, puis lui a un nouvel enfant avec sa nouvelle blonde. Peut-être qu'au début de la série, il n'y a pas le bébé encore, justement. Puis il y a sa mère qui est séparée, on n'a jamais vu le père. Puis donc, le personnage de Luc Sonnet, Michel, c'est son beau-père, dans le fond, qui est le nouveau chum de sa mère. Puis elle gravite avec sa sœur qui n'a pas d'enfant, jouée par Véronique Cloutier. Fait que je savais un peu le portrait de tout ça, mais que tout le monde était tissé serré. Et qu'aussi, des fois, elle brisait un peu le 4e mur en faisant des petits regards à la caméra, donc à nous-mêmes, pour dire « Hey, vous voyez ce que je vis? » Puis c'est un personnage qui essaie de bien faire, puis que tout tourne bien pour elle, mais en même temps, la vie suit son cours. Puis son ex, il est super gentil, puis attentionné, mais très chaotique, puis il est toujours mêlé, puis toujours en retard, puis toujours très Patrick Yvon dans son jeu. Fait que je connaissais un peu ces grandes lignes-là. T'sais. Fait que j'ai embarqué très vite dans le film. Je trouvais aussi qu'on perdait... C'est assez bien fait pour pas avoir à dire, justement... Ah, salut Jeff, c'est le personnage de Patrick Yvon. Salut Jeff, mon ex, mais qu'on s'entend bien. Ah, tu viens chercher nos enfants communs car tu as aussi ton enfant. Tu sais, les choses sont présentées d'un naturel que tu comprends assez rapidement qu'est-ce qui se passe parce qu'au lieu de dire Allô Michel, tu sais que t'es pas mon père, mais tu agis comme mon père parce que t'es le chum à ma mère, à un moment donné, c'est un tierce personnage qui va dire ton père, non, c'est le chum à ma mère, tu sais, puis là, tu fais, ok, je comprends le lien, mais ça change rien à la compréhension. Fait qu'il y a un naturel dans ces dialogues-là qui est très intéressant. Puis le film, c'est une forme de simplicité, c'est-à-dire c'est de l'humour, mais pas facile comme péjoratif, mais genre bon enfant. Je pense que c'est plus ça qu'il y a dans le film. Probablement que c'est ça dans la série aussi. Fait que je trouve que on y va avec le cœur léger. T'sais. Puis ce que j'aime bien, on peut un peu les comparer. Il y a eu 23 décembre il y a 2 ans, dans lequel il y avait Christine Beaulieu et Catherine Souffron. 23 décembre était rempli de neige parce qu'il l'avait tourné comme en février ou mars. Fait qu'il y avait des gros piment de bande de neige pour ce qui est d'habitude un 23 décembre où on espère qu'on va avoir un Noël blanc puis on n'est jamais trop certain. Ici, on tournait le film au printemps dernier, avril-mai, fait que, comme il dit, on faisait semblant d'avoir froid et tout, mais tu sais, on est le 8 novembre aujourd'hui, si vous regardez dehors, il n'y en a pas de neige, là, puis nous autres, il fait comme 12-13 degrés. Rapidement, même si le film se situe plus début décembre, mi-décembre, ça prend du temps avant qu'il y ait de la neige. À un moment donné, il y a une bordée, ça refond, c'est juste des petits blocs de glace à terre, puis tout. La neige commence plus en janvier, fait que de la manière que c'est filmé aussi, je suis vraiment en adéquation avec ça. Là. Les gens, ils mettent leurs décorations sur le gazon, puis c'est ce qu'ils font dans le film aussi. T'sais. Fait qu'on comprend que c'est tourné avec à peu près les mêmes budgets. Là. Ce qui est, moi, je trouve un avantage parce que la série n'est pas terminée, elle continue encore. Fait que c'est dans le même moule. On compare, on a fait un épisode spécial sur Galaxy près de chez vous. Récemment, qui célébrait son 20e anniversaire, qui est un exemple de spin-off. Sauf que du moment qu'il y a eu les films, il n'y avait plus de série télé, par contre. Puis on est arrivé en disant, OK, on fait un peu une refonte, puis on fait un nouveau vaisseau, puis c'est comme un peu si la série n'avait pas existé tout à fait. C'est une réinterprétation un peu. Exactement, tandis qu'ici, on est, non, c'est les mêmes décors, la même maison, mais on tombe en mode 100% Noëlé.
Fait que toi, t'as-tu apprécié aussi? Grand fan? Oui, vraiment. T'as déjà vu le film 2 fois, d'ailleurs? Oui, tout à fait. Écoute, oui. Donc, pour les amateurs de la série, vous ne serez vraiment pas déçus. Tout est là, la magie est là. Je pense que la grande force de cette série-là et maintenant du film, c'est les personnages qui sont hyper attachants. Les comédiens sont le fun. On sent qu'ils ont du plaisir à jouer ensemble. On voit leur chimie. C'est du vrai monde. Mais surtout, comme tu dis, que c'est du plaisir que... Tu sais, quand on dit couper, ben ils vont pas tous chacun dans leur coin, ils mangent ensemble, ils restent ensemble. On a discuté un peu avec l'équipe du film, puis ils nous disent non, j'aide Christine à l'aide des enfants à faire leurs devoirs. Oui, on sent qu'elle est très maternelle envers eux, puis ça se voit à l'écran. Fait que tu l'as dit, c'est un humour qui est très léger, mais qui fait juste du bien. C'est réconfortant. C'est comme manger un bon mac and cheese, un bon grilled cheese. Je le trouve quand même dans la même vibe que 23 décembre. Oui, tout à fait. C'est ça. C'est pas un film qui va révolutionner le cinéma, mais c'est la boîte de Ferrero Rocher qu'on reçoit à chaque Noël, finalement. Oui, puis ça fait du bien de temps en temps. Pas ça les 11 autres mois de l'année, mais tu manges ça dans le temps des fêtes, ben c'est pareil pour ce genre de cinéma. Mais tu sais, c'est fait avec sincérité, puis c'est très bien écrit, tu l'as dit. Aussi, la force de la série, c'est les dialogues. T'sais, on y croit, c'est naturel, la façon que c'est joué. Puis on bascule quand même entre le rire, mais des fois aussi l'émotion. Il y a quelques scènes là, qui sont très touchantes dans le film, là, que je me modifie quand même de ne pas être ému à certains moments. Donc, du gros plaisir, honnêtement. Allez-y en famille aussi. Là, c'est parfait pour les plus jeunes. Là. Peut-être pas les 4-5 ans, on s'entend. Mais dès qu'on tombe à 9-8, 9-10 ans, là, puis vous l'écoutez à la maison. Puis c'est assez vite quand même. Là, c'est un 90 minutes. Ça se passe... C'est ça. Donc, pas besoin d'avoir écouté la série. En fait, ça peut être une très bonne porte d'entrée pour écouter la série, puis après revenir au début. Fait que non, c'est super bien fait. C'est une très belle offrande. Je pense qu'il va avoir un très bon succès j'en doute pas. Auprès du peuple québécois. Je pense que ça va devenir un nouveau film classique du temps des fêtes. Là. Je pense que... Voilà. Puis c'est super cool que finalement, il soit allé en grande pompe en le sortant au cinéma. Puis je sais pas, il doit y avoir au moins une 50aine d'écrans, j'imagine. Là. La plupart des cinémas doivent jouer ça en fin de semaine. Fait que c'est parfait pour se mettre dans l'ambiance. Puis donc, ratez pas non plus. Donc, cet épisode spécial-là, tu le dis. Oui, c'est ça. On a jasé avec Christine Beaulieu et les deux jumeaux, donc Juliette Aubé et Joey Bélanger. Bélanger, voilà. C'est en ligne depuis hier, en fait. D'accord. Mais voilà, c'est une belle discussion. Il n'y a pas vraiment de spoiler. Fait que je pense qu'il y a juste une affaire qui glisse tant qu'à moi, c'est que quand Christine nomme plein de monde qui sont présents dans le film, elle nomme quelqu'un. Moi, je trouve que c'est plus un caméo surprise là, de voir un petit peu à la fin du film. Ça ne gâche rien, mais c'est comme si tu avais un cadeau qui n'est pas assez bien emballé, fait que tu vois qu'il dépasse, là, mais là... Mais en même temps, est-ce que c'est un caméo qui est si wow que ça? Je sais pas, mais en tout cas... Ben, écoute, moi, je te pose la question. Eux, là-dedans, ils écoutent beaucoup... Ils font référence à Danser autour du verre sapin, qui est l'album de Noël de Michel Richard. Ouais. Mais moi, je suis beaucoup plus avec l'album de Noël de Ginette Renault. Moi, c'est vraiment lui que je préfère. Je trouve quand même que c'est une meilleure chanteuse aussi. Oui, quand même. Tout à fait. Toi, es-tu là-dedans? C'est quoi votre classique? Nous autres, c'est Marie-Michel Desrosiers. Ah, mais c'est plus récent ou c'est aussi un plus vieux qui a fait époque Beau Dommage des années 80? Un petit peu après Beau Dommage, ouais. Okay. Je pense que peut-être fin des années 80. C'est ça, mais c'est pas 2008. Non. Puis c'est vraiment des arrangements très classiques aussi. Là, fait que... les 3 albums de Noël qui tournent le plus, puis il y en a des très contemporains là-dedans, là. À mon avis, c'est ça. Ginette Renault. Mais ça, je parle surtout Mon foyer avec ma blonde, plus que quand j'étais jeune. Là. Il y a Ginette Renault, il y a Charlie Brown, là, donc Vince Guaraldi Trio, qui est plus instrumental. Ouais. Ça date de longtemps. Puis Damien Robitaille, qui a fait son album de Noël en 2019-2018. Ça, c'est les 3 trucs qui roulent tout le temps. Mais tu vois, j'ai assisté à la projection spéciale qu'il y avait eu ici à Québec du film oui, c'est hier. Ça. Moi, je suis pas allé. Et le scénariste Dominique Anctil était là et il a mentionné qu'ils ont hésité jusqu'à la dernière minute pour la chanson, justement, qui était présente, celle de Michel Richard. Ils ont longtemps jonglé avec l'idée de mettre Falalala de Boondock. Je sais même pas, je replace pas. C'est vraiment une reprise de Falalala, mais avec, je pense que les paroles sont un peu modifiées, là, mais c'est quoi Boondock? C'est un groupe québécois, fin des années 80, début 90, fait que c'est pour ça que ça fit avec le début du film, là, qui est en 89. Puis finalement, ils sont allés avec la chanson de Michel Richard, probablement pour appuyer encore plus
Donc, c'est les traditions d'une autre époque aussi, puis le sapin vert et tout. Donc, fait que voilà, c'est comme de il y a de beaucoup Noël, ouais, c'est ça. Trigger warning dans le film, du pain sandwich. Oui. Je sais qu'il y en a que ça dégueule, enrobé de Cheez Whiz puis tout. Là. Elle s'est fait poser la question, on a oublié justement. de leur en demander, justement. C'est un classique. Moi, ça m'écoeure. Ça a été posé comme question et je dirais que ça divise dans l'équipe, dans les comédiens. Déjà, il y a 2 écoles de pensée. Tu as le Cheez Whiz puis le fromage crème. Exactement. Tu vois, j'étais pas là puis je connais toutes Tabarouette, t'es meilleur que moi pour ça. Ben écoute, j'ai écouté jusqu'au dernier épisode le podcast 100% Noël, Noël chez Isidore, que je ne dois pas être à l'écoute, mais j'ai salué. Si vous aimez juste des affaires qui parlent de Noël, de mauvais films de Noël, de musique de Noël, de tout, ils sont beaucoup moins assidus. Là, maintenant, ils font comme genre 2 épisodes par année, là, mais au début, c'était comme aux 2 semaines, des 1h30, 2 heures à parler, puis à décortiquer des films et tout. Puis à venir, je pense qu'il avait parlé une espèce de chronique historique du pain sandwich et tout. Fait que... Donc, dans le film, je confirme qu'ils prennent le Cheez Whiz au lieu de fromage à crème. Et c'est la recette de Roy Dupuis. C'est lui qui a dit à Christine, hey, si vous faites un truc de sandwich, faut que ça soit au Cheez Whiz. Ah ouais, OK. Ouais. Quand même, c'est très drôle. Et Christine et Roy, ça a l'air qu'ils très bien gros Noël. Fait que, OK. Ouais. Mais là, en plus, je pense qu'ils vivent comme plus en campagne éloignée et tout. Là, ça va être beaucoup plus féerique que Noël dans le bois que dans un condo à Candiac. Alors, allons-y avec un autre film qu'on attendait quand même, qui a eu une sortie graduelle, mais qui fait jaser depuis sa victoire à Cannes, Anora de Sean Baker, excuse-moi. Ouais, comme une bonne cuisson de gâteau de Noël. Oui. Sean Baker, qui est derrière notamment The Florida Project et plus récemment Red Rocket, mais Red Rocket était sorti un peu dans l'espèce de hasardeux moment de pandémie et tout, là, du fameux Noël de Spider-Man où ça a refermé puis ouvert, fait qu'il n'y a pas eu malheureusement l'exposure qu'il aurait mérité. On est plus dans les thèmes de Red Rocket, justement, avec un film qui est quand même 16 ans et plus érotisme et langage vulgaire. Alors, on est tout nu et on dit des mauvais mots. C'est quand même plutôt des nouveaux venus. Mickey Madison, Mark Eidelstein, des faces moins connues parce qu'on joue beaucoup des Algériens et des Russes. On va suivre une danseuse érotique à Manhattan qui va... à force de rencontres, tomber quand même en amour avec le jeune vingtenaire fils d'oligarque russe, donc qui a plein d'argent et qui fait rien de ses journées à part gamer, fumer de la drogue et aller aux danseuses et coucher avec des danseuses. Fait que, mais ils vont quand même avoir une espèce d'idylle, aller à Vegas et sur un coup de tête décider de se marier. Et elle pense que quand même sa famille est cool avec ça. Mais à un moment donné, la famille débarque et n'est pas du tout cool avec ça. L'idée qu'un fils de famille prestigieuse comme ça épouse ce qu'il appelle une hooker, une pute et tout. Mais là, non, je suis une danseuse érotique. Là, c'est pas pareil quand même. Fait que le film va nous mener un peu complètement ailleurs par rapport à ce qu'on s'attendait à être plus une espèce de drame romantique, de vivre un petit peu plus comédie. Pas vaudevillesque. Il existe probablement dans un univers parallèle une version très vaudeville de tout ça. Là. Mais non, mon fils va pas épouser, ça n'a pas de bon sens. Mais là, on est plus dans le comédie noire. Comédie noire dans beaucoup. Ce qui arrive, c'est que pour les forcer à annuler le mariage, à distance, la famille russe va dire « Hey, il faut que ton parrain, je pense, qui est comme un prêtre orthodoxe arménien avec ses sbires, genre, viennent vous forcer à annuler le mariage puis tout. » Mais ils sont tous un petit peu quand même incompétents, un peu dans le style Fargo, là, d'une certaine manière. Là. Ça ne vire pas aussi... Il n'y a pas de mort dans un... C'est pas aussi noir, mais ils sont aussi incompétents. Mais exact. Puis que, tu sais, ils sont pas si méchants que ça. Puis tu comprends qu'eux aussi, ils ont juste plus peur des boss russes. Fait que c'est jamais clair. Tu sais, c'est pas nécessairement de la grosse mafia de vente de drogue, vente d'armes. Ils sont juste bien de l'argent, puis on saura jamais vraiment pourquoi. Mais ils se promènent dans des Cadillacs escalades, puis ils aiment pas ça se faire dire non, mettons. C'est pas mal ça. Fait que... Sauf que lui va s'enfuir, le chum. Oui. Fait que là, ils vont se retrouver à devoir essayer de le retrouver. Et c'est pour ça que là, ils sont pas si affairés que ça, finalement, dans cette situation-là. Puis tout le monde a l'air épuisé au bout de cette espèce de journée-là. C'est, comme je dis, c'est la Palme d'Or. On n'est pas du tout dans ce qui était Anatomie d'une chute l'an dernier, par exemple. Je pense pas que c'est un film qui est pour tout le monde ici. Surtout la première demi qui est
qui est très érotique. Là. Oui. Quand même, on filme des gens nus, des lap dance, du monde qui donne des 100$ dans les G-strings. C'est sans tabou là-dessus. Puis après, une fois que les deux, disons, tourtereaux, au début, ils commencent en la payant pour ses relations et tout, mais ouais, on fait l'amour plus souvent qu'à son tour. Il n'y a pas de scène sexuelle explicite comme telle, là. Mais on est dans la nudité. Ouais, c'est ça. Puis pour le thème, comme on dit, on est plus du côté Coen Brothers, cette espèce de comédie-là, qui est vraiment le film en 2 tons. Et tout ça dans un film d'à peu près 2h20. Moi, j'ai quand même bien apprécié. Je trouve que ça s'écoutait super bien. J'avais peut-être un petit peu trop d'attente à cause de la Palme d'Or puis du buzz, puis que, il a joué à Cannes, il a joué à TIFF, on l'attendait, ce film-là, puis il est sorti le 1er novembre limité. Là, on arrive au 8 novembre, on a eu accès. Le 15 novembre, il grossit encore plus. D'ailleurs, pour l'instant, il y a juste une version originale ou une version sous-titrée français, mais le 15 novembre arrive la version française, doublé en français, fait que ça va étendre aussi le rayonnement du film, fait qu'il va peut-être arriver plus hors centre-ville. Fait que c'est peut-être ça. J'avais des attentes un peu trop élevées. Néanmoins, je trouvé que le 2 heures a passé quand même très vite, puis que c'est des personnages le fun à suivre. Très coloré. Ouais, Mickey Madison porte quand même le film sur ses épaules et tout, puis je me demande quel genre de préparation ça a pris pour finalement... Je veux pas, elle fait du pole dancing, puis du twerking, puis des affaires de même. C'est toute une drôle de prep pour un film là, d'apprendre à faire ça, mais il faut que ton personnage soit crédible. Tu joues une jeune fille de 23 ans qu'il faut qu'il ait l'air de faire ça depuis 5 ans. Toi, tu l'as vu au Portif. Ça fait moi, j'ai l'occasion de le voir à Toronto, donc au Festival du film là-bas. J'ai complètement adoré. Moi, j'avais aucune idée vraiment à quoi trop m'attendre. Mais tu l'as dit, Mickey Madison est époustouflante. Elle est tellement intéressante à voir, toujours juste. Et le film, malgré sa longueur, passe tellement vite parce qu'on se demande vers où ça va aller. Là. Parce que justement, il y a comme une rupture de ton en plein milieu de film qui surprend. Puis après ça, là, où il part juste à la poursuite de ce personnage-là qui s'est enfui. Et les personnages sont quand même assez sympathiques. Comme tu l'as dit, c'est comme des voyous qu'on s'attache. Là. Ouais, c'est ça. Ils sont un peu à mauvaise place, mais ils sont pas méchants. Là, non, c'est ça. Ils veulent que les choses soient simples. Là, puis il y a un petit côté slapstick aussi. Il y a quand même beaucoup de physicalité dans leur jeu et tout ça. Fait que moi, ça m'a vraiment gardé mon intérêt tout au long. Puis, elle, c'est qu'elle veut vraiment défendre sa position parce qu'elle est comme, c'est ça, on s'aime, là, ça n'a pas rapport d'annuler le mariage. On va le retrouver, il va vous le dire. Puis il y a aussi, tu sais, on met en scène, je ne sais pas si c'est vrai, mais on met en scène ce côté de, tu sais, des jeunes danseuses érotiques, c'est quand même un peu le but de trouver quelqu'un qui va te faire vivre puis qui a full d'argent parce qu'on est tout le temps dans l'esthétique puis le visuel. Puis c'est même pas genre un vieux monsieur dégueulasse de 68 ans, c'est un jeune de 20 ans, 22. Fait que t'es comme, c'est parfait, là, ça va être super. T'sais, ils font des activités quand même hautes avec ses amis à lui, puis tout. Fait que comme, non, finalement, je pense que je l'aime pour vrai. Il est vraiment le fun, il est drôle. Il est veg, mais. C'est ça leur but dans la vie, juste avoir de l'argent puis pas travailler. On s'amuse avec le mythe du prince charmant. Puis on parle des frères Coen de Fargo, mais il y a aussi un côté très Pretty Woman. Ouais. Dans l'histoire. Là, effectivement, mais que tout le monde est jeune. Oui, effectivement. Oui, il y avait une différence d'âge entre Roberts et Richard Gere. C'est ça. Mais, fait que, à voir vraiment, je pense que c'est un film qui est original, qui est assez audacieux, mais très classique quand même, qui est vraiment accessible. Si on compare surtout aux dernières Palmes d'Or quand même, là, que c'était des films qui challengeaient un peu plus. Même Anatomie d'une chute restait accessible nécessairement par l'histoire, mais c'est quand même pas un film qui est facile par son sujet, puis le traitement et tout ça. Là. Mais Titan est quand même le plus rough. Oui, mais Titan, t'as-tu l'autre d'avant ou je n'oublie un? Non, il y a Triangle of Sadness. Ah oui, c'est ça. Ouais, ça aussi, c'était plus raide. Fait que je pense que ça s'écoute quand même mieux si vous n'êtes pas choqué par voir... Puis, les jeunes filles nues tout au long du film. Non, c'est ça. Puis écoute, j'ai eu l'occasion d'interviewer Mickey Madison sur le tapis rouge et les comédiens aussi, parce qu'il y a Karen Cagulian que j'ai noté. Les deux, lui qui fait Ça, c'est lui qui joue le prêtre. En fait, qui a joué dans tous les films de Sean Baker. OK.
Puis il y avait aussi un autre comédien là, qui jouait un des deux malfrats. Puis vraiment, ils sont tous sympathiques. Et Mickey Madison, vraiment, on s'y prenait vraiment le temps de bien répondre aux questions. Et justement, donc tu parlais comment elle s'est préparée et tout ça. Donc, elle a habité avec Sean Baker et sa femme, Samantha Kwan, qui est aussi la productrice de ces films, pendant 1 an, où ils ont vraiment travaillé l'histoire ensemble. Donc, elle a été très impliquée au niveau de son personnage. Elle a travaillé aussi en compagnie d'une ex-sex worker, d'une ex-danseuse, une ex-prostituée même. Travailleuse du sexe. Travailleuse du sexe, oui. Donc, pour rendre ça tout crédible, justement, très réaliste. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'elle a vraiment développé une belle relation avec toute cette équipe-là qui l'a rendu vraiment, qui l'a mise en sécurité parce que justement, c'est un rôle qui est quand même audacieux là, pour une comédienne. Là. Elle se montre vraiment sur toutes ses coutures. Puis, elle n'a pas travaillé avec non plus un coordinateur d'intimité qui est un peu la grande mode. Ils lui ont offert, mais elle se sentait là, assez à l'aise justement avec cette relation-là qu'elle avait développée avec eux parce que même, elle mentionnait que pendant le tournage, Samantha Kwan et Sean Baker mimaient les scènes de sexe, les positions tout ça que les comédiens voulaient qu'ils fassent et tout ça. Là. Fait que il leur montrait, il fait ça comme ça, puis tu pourrais faire ça. Puis, fait que ça venait comme un jeu finalement. Là. J'ai l'impression qu'elle a pris comme ça. Fait que bref. Fait que ouais, quand même, et elle a pris aussi le russe pour le parler. Parce que c'est pour ça qu'il choisit elle, c'est parce que son personnage est d'origine russe, d'une grand-mère russe, fait que c'est pour ça que lui, il choisit cette danseuse-là, si on veut. C'est ça, une russe de Brooklyn, donc il fallait en plus qu'elle prenne l'accent de Brooklyn. Fait que bref, du beau travail. Honnêtement, je lui souhaite une nomination aux Oscars. Oui, c'est ça. Parce qu'elle le mérite vraiment. Je l'ai dit, elle porte le film sur ses épaules, mais c'est un rôle qui est vraiment le fun. Pour une actrice, ça doit être vraiment du bonbon à jouer, là, parce qu'elle a du bagot, elle a du caractère, puis elle envoie promener tout le monde, puis c'est très physique aussi. C'est ça. Elle a quand même un peu des journées éprouvantes. Il y a des fois, elle crie pendant un bout, puis elle hurle, puis tout le monde se parle par-dessus, puis ça devient chaotique, puis tout. Puis... Écoute, il y a une scène qui est très efficace et qui est assez longue au milieu du film, là, la fameuse scène dans le salon, dans la d'invasion à domicile. Ça a pris 10 jours à tourner. Là. OK, oui, c'est ça. C'est quand même quelque chose. Puis j'avais quelques fun facts aussi. Vas-y. Le comédien dont tu mentionnais, Mark Edelstein, qui joue le jeune, lui, il a fait son audition nu. OK. Fait que j'imagine que ça a dû aider à il y a une scène de nu, il fait une pirouette sur le lit puis tout. Là. Et il y a une scène aussi... Mais c'est lui qui a dit « je suis game de le faire nu » ou quoi? Ou ils ont... Ah oui, c'est lui. C'est lui qui s'est présenté comme ça, puis je vais faire mon audition nu. Pour laisser c'est ça, laisser une impression. Ça dépend quelle scène il jouait à l'audition aussi, là, je comprends. Là. S'il jouait une scène que justement dans le film il est nu, une scène qui sont dans le lit ou quelque chose comme ça, c'est peut-être pour ça. Parce qu'il jouait une... Ouais, je pense. C'est probablement la scène du lit, effectivement, là, mais il faut le faire quand même. D'habitude, ils disent c'est pas nécessaire puis tout. Là, mais, oui. Et Madison a été choisie par Sean Baker après qu'il l'a vu dans Once Upon a Time in Hollywood parce qu'elle a un petit rôle. Elle faisait une des filles à Charles Manson. Fait qu'il était vraiment captivé par sur elle. le ranch ou elle fait parmi celles qui attaquent Brad Pitt? Écoute, c'est elle qui ramasse sur le stop, je pense? Non, c'est Margaret Qualley. C'était Qualley, OK. Fait que c'est une des filles, je me rappelle plus à ce moment-là, ça fait loin. Mais puis après ça, elle avait sorti Scream pas longtemps après. Puis fait que Sean Baker, tu te dis, oui, c'est elle, notre Anora. Fait que c'est peut-être la prochaine... mais j'ai déjà oublié son nom, mais elle qui est dans Wednesday puis tout, là. Jenna Ortega, tu sais, dans le sens que c'est une carrière qui a commencé tranquillement, des petits rôles, puis paf, des plus gros trucs. Fait que... Qui a explosé par la suite. Et il y a une scène aussi qui se déroule dans un restaurant où il y a une espèce de fête, puis là, les personnages débarquent là parce qu'ils cherchent, ils vendent, puis ils se demandent s'il est passé par là. Et ça a été tourné guerrilla style. Ça a l'air de ça en maudit. Ouais, ils sont débarqués là, un vrai party, pas des comédiens, petite caméra, puis on a tourné, puis on a improvisé ça. Fait qu'après ça, évidemment, on demande toujours la permission, tout ça. C'est ça, donc une décharge légale. Mais ouais, fait que ça a été improvisé sur le moment. Ils ont dû spotter, il se passe de quoi là, allons-y. Puis je sais pas si une fois que ça arrive, là, que toi t'es juste dans le party, dans l'événement, le monde vient de filmer, puis après il dit hey, veux-tu qu'il y ait une décharge parce qu'on mettrait ça dans notre film, ça s'appelle Anora, Sean Baker, ça va sortir l'an prochain, puis t'es comme ok. Puis je sais pas si après
t'oublies un peu c'était quoi. Pas t'oublies que ça s'est passé nécessairement, mais t'es comme « Oh, le gars est arrivé, puis j'ai signé, puis je sais même plus c'est quel film. » Ben, ça doit, parce que si c'est Tom Cruise, tu vas t'en rappeler, oui, mais c'est un petit film indépendant comme ça, effectivement, t'as dit, ça vient anecdotique. Oui, c'est ça. Puis là, finalement, tu t'aperçois, hey, crime, ça a gagné la Palme d'Or. Ouais, ou tu sais jamais. Là, ouais, c'est comme 4 ans plus tard que t'es comme « Ah, mais ça doit être Anora, le film que tu parles, tu sais, Richard. » Puis là, t'es comme « Ah, ouais, c'est ça. » Puis là, tu vois que ton coin d'épaule, quand il filme à Manet, c'était pas que t'es assis là. Puis... Et dernière chose, ben Neon, c'est le 5e film de Palme d'Or qui distribue de suite. Ah ouais, quand ok. même. Tu t'amuses, c'est mais... quoi les 4 autres? On t'en a déjà nommé. Ben là, il y avait Anatomie d'une chute aux États-Unis. C'est ça l'affaire, c'est qu'ils sont pas toujours producteurs. Non, c'est ça, qui achètent les droits. Exact. Mais, fait qu'Anatomie, donc ceux qui ont fait Triangle of Sadness, puis c'est eux qui ont fait Titan, ben qui ont distribué Titan. Oui, aussi. OK, fait que là, il faut remonter à l'autre d'avant. L'autre d'avant, il en reste un. Mais, non, c'est pas Deep Pan, ça fait trop longtemps, puis c'était pas eux. Qui avait eu un succès monstre. Ah, Parasite? Ouais, Parasite. Ouais. Puis ça, c'est pas mal dans leur début quand même, Neon, je pense. Là, je pense que c'est ce qui l'a mis. C'est ce qui leur donnait beaucoup de cash flow, j'ai l'impression, parce que ça a été très payant pour eux. Ouais, puis on n'a pas fait leur revue de l'année, mais ils ont beaucoup de films cette année aussi. Grosse année, oui. Fait que, non, c'est vraiment le nouveau A24, là, Neon. Donc, à voir, Anora, si vous voulez quelque chose d'un peu plus différent, je pense que c'est vraiment à voir. Changeons de registre complètement. Je parlais du nouveau A24. Ben on va vers le Original avec A24. De Scott Beck et de Brian Woods. Ouais, c'est que ça, c'est Beck et Woods, c'est les deux mecs derrière les scénarios des premiers Quiet Place. Je pense pas qu'ils soient sur le Day One, mais en tout cas sur les deux premiers. Puis de 65, ça c'était leur première, je pense, réalisation. C'était Sam Raimi. Oui, non, c'est ça, c'est Sam Raimi qui était le producteur. Ouais, c'est ça, messieurs qui réalisaient avec Adam Driver puis des dinosaures. Et là, Heretic, donc ils ont écrit et réalisé, mais en vedette principalement 3 personnes, Hugh Grant, Sophie Thatcher et Chloé East. C'est à grande partie un huis clos, où ces 2 jeunes missionnaires mormones font du porte-à-porte pour tenter de... ils se promènent dans la rue pour tenter de... pas convertir les gens, informer les gens des pamphlets... religieux. Et il avait noté, tu sais, dans le fond, à l'église, quand des gens demandent plus d'informations, ben eux, ils mettent ça à leur agenda, puis ils vont chez ces personnes-là pour discuter davantage. Et il y a le personnage de Hugh Grant, donc il se présente à sa maison, cogne, il dit « Ah oui, entrez, ben là, si on entre, il faut que votre femme soit là. Oh, ouais, dans la cuisine, elle est en train de faire une tarte au bleuet. Rentrez, parfait, on rentre. Puis là, on parle. Puis il est quand même très intéressant. Puis amener, ils vont réaliser qu'elles sont un petit peu coincées là, et que cette espèce de d'hurluberlu veut juste... juste, c'est quand même beaucoup, mais les confronter dans leurs croyances en disant bon, là, on va les comparer, les religions, puis ça vient tout de la même place, puis tu sais, je vais vous forcer à voir si c'est vrai, si c'est pas vrai, est-ce que j'ai la réponse à tout ça. Il va mettre à l'épreuve leurs croyances. Voilà, en leur disant vous pouvez sortir de la maison, mais il y a une porte ici que c'est je crois, puis l'autre c'est disbelieve, donc je ne crois pas. Quelle porte vous voulez utiliser? Mais là, c'est un jeu de est-ce que je dois y aller sur mes vraies croyances ou qu'est-ce que lui, peut-être qu'il veut que j'y crois plus, donc je prends l'autre porte, etc. Quelqu'un vont se retrouver dans une sorte de mini labyrinthe dans la maison et gros labyrinthe psychologique. Entre beaucoup ces 3 personnages-là, évidemment, il y en a quelques-uns autour de la maison parce qu'éventuellement, on va rechercher les filles, mais c'est beaucoup là-dedans que ça se passe dans les différentes pièces de cette maison, très unique. T'en as pensé quoi? C'est toi qui l'as vu le plus récemment. Oui, écoute, mais là, il faut dire qu'on est vraiment dans le thriller psychologique et non le film d'horreur. Oui, c'est ça. Faites attention si vous attendez à ça. Extrêmement verbeux. C'est un film de dialogue pour au moins le bon 2/3 du film. Là, c'est eux qui parlent, puis lui qui est tient en haleine, puis les filles qui sont comme terrorisées, puis elles n'osent pas, par un peu politesse et quoi que ce soit, dire quoi que ce soit, le contredire, essayer de s'en aller. Puis je pense qu'au moment où elles réagissent, elles se rendent compte qu'il est un peu trop tard. Oui, effectivement. Fait que l'idée est vraiment originale. J'ai beaucoup apprécié ça. Et la réalisation très efficace parce que, écoute, on réussit à maintenir un niveau de tension que par la musique, que par des cadrages aussi. Beaucoup de gros plans, des plans des fois un peu croches et tout ça qui fait à l'œil là, que ça crée un niveau de tension. Donc, pour des moments où ils font juste dialoguer sur la religion, là, fait que c'est quand même un tour de force incroyable. La comparaison avec le Monopoly puis tout. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a des très bonnes idées. Fait que j'ai quand même très intéressant.
Je pense que j'aurais aimé ça un petit peu plus. Je pense que vers la fin, ça s'essouffle un peu. Je trouve qu'on n'est pas peut-être complètement comblé. Mais quand même, je vous aime encore là, les thrillers psychologiques, les films d'A24, des propositions originales, intéressantes. C'est quand même un film qui mérite esthétiquement très beau. Oui. Réussi. Ouais. La direction photo. Très bien joué aussi. Là. Hugh Grant dans un contre-emploi est vraiment efficace. Parce que quand même ce côté. Du fun là-dedans. Oui, puis il utilise quand même son côté charmeur pour rendre, mettre les filles en sécurité, mais en même temps, tu vois qu'il les pousse, puis on comprend qu'il n'est pas tout là non plus. Là. En tout cas, il est très obsédé par sa quête de connaissances et tout ça. Puis les deux jeunes comédiennes sont très, très bonnes. Fait que... Oui, puis tu sais, ça flirte avec toutes ces idées, là, avec la conspiration aussi, puis ces choses-là, de genre à quel point c'est fondé ou pas, mais c'est clair que les gars ont fait bien des recherches pour arriver à comparer aussi tous ces fondements de ces religions-là puis ces affaires-là. Là. Non, un scénario très intelligent. Ouais, c'est pas juste un après-midi sur Wikipédia. Là, fait que bravo pour c'est dense, cette création des personnages. Les deux filles aussi, puis ça commence avec les deux filles qui parlent de condom magnum, puis tu sais, une certaine appréhension, le film ne vire pas sexuel du tout, là, mais une appréhension à la sexualité de deux jeunes filles de 18 ans très réservées parce qu'elles se réservent pour un mariage et tout, super croyantes. Et vulnérables en quelque part, là, quand tu fais du porte-à-porte comme ça, tu sais jamais sur qui tu peux tomber. Mais... Ouais, t'as beau être à deux, t'es deux vulnérables. Oui. Fait que, mais justement, anti-trigger warning, c'est pas un film qui vire en viol, puis toutes ces affaires-là, puis tout, c'est vraiment plus sur cette croyance-là de la religion, la vie après la mort. Un thriller intellectuel. Peut-être un nouveau genre. D'une certaine forme, et bien qu'à un moment donné, on mette la main sur des couteaux puis des objets contondants. Fait que voilà, Hérétique ou Hérétique. Hérésie, pardon, en version française. Quelques trucs, oui, vraiment intéressant, parce que ça aide encore à plus contextualiser le film. Puis je pense qu'il le rend plus intéressant. Les deux comédiennes, Sophie Thatcher, donc, qui est dans Yellow Jackets, et Chloe East, qui avait joué dans The Fabelmans, qui jouait la blonde de l'alter ego de Steven Spielberg, le personnage de Sammy, ont été élevées mormones. Et ça, Scott Beck et Brian Woods ne le savaient pas. Même au niveau du casting, fait que c'est par après, une fois qu'ils ont été choisis. Mais ils ont vu qu'ils avaient vraiment connecté avec les personnages, évidemment, parce qu'ils connaissaient très bien ce que ça représentait. Donc, ça a été vraiment un plus et ils ont vraiment pu amener beaucoup de leur information, en tout cas de leur vécu à leur personnage, puis à la production, puis sur la façon qu'ils étaient habillés, puis qu'ils se comportaient. D'ailleurs, les filles l'ont dit qu'ils ont amené beaucoup à leur personnage à ce niveau-là. Là. Fait que c'est quand même assez intéressant. Ils ne sont plus dans l'Église aujourd'hui, mais encore des membres de famille qui le sont. Là. Fait que c'est quand même intéressant. Et, mais si, excuse-moi qui ne connaît pas ben Yellow Jackets, fait qu'elle joue Thatcher, une version jeune, fait qu'elle joue avec Sophie Nellis. Oui, c'est ça. Ça fait un petit bout, j'ai pas écouté la dernière saison, fait que ça monte à loin, mais je pense que c'est elle qui joue la jeune Juliette Lewis, de mémoire. OK. Sophie Nellis, elle joue la jeune qui? Le personnage est moins connu, l'actrice adulte. Là. Elle jouait dans Ever After, entre autres, il y a très longtemps, le film de Drew Barrymore. Oh, OK. Une série télé, là, mais c'est pas une grande vedette. Désolé pour cet écartage. de Yellow Jacket. Et Scott Beck a été élevé très religieux, lui, dans la religion presbytérienne, à l'école du dimanche à l'église, des camps de vacances, de Bible Vacation, des affaires de même. Fait qu'il, gros fan. Ouais, c'est ça. Fait qu'il est très à fond là-dedans et a marié une juive. Donc, ce métissage-là de religion fait qu'il est très intéressé par ça. Et l'autre, Byron Woods, a marié une mormone. OK. Fait que lui, sa famille est mormone et tout ça, même si lui, il n'est pas pratiquant. Ouais. Non, mais en même temps, ils l'ont dit. Ça n'attaque pas non, c'est ça. Ça ne porte aucun jugement. Puis je pense qu'ils, comme ils l'ont dit, on a amené ça de manière le plus réaliste possible. Là, parce qu'ils disent quand même des gens qui sont très accueillants, très sympathiques, qui ont des bonnes valeurs. Fait que c'est un projet qui est très personnel, justement. Puis tous ces messagers de religion, ils sont entourés de ça, fait qu'ils se sont inspirés vraiment du monde qui les entoure pour créer ce film-là. Parfait, cela est dit. Ouais. D'autres petites sorties. Oui, autre sortie. La comédie romantique à toute allure, une comédie d'amour et de sous-marin. Alors que c'est avec Pio Marmaille et Aïdara, qu'on avait vu dans Le sens de la fête ou Les femmes du square.
Donc, le personnage de Marmaille est un chef de cabine, donc d'une compagnie aérienne qui est quelqu'un de très enthousiaste, qui voit que le côté positif à tout et très intense. Et un peu chaud lapin aussi. Oui, assurément. Je pense qu'il assume son rôle de voyageur intemporel. Il va faire la rencontre de Marianne, donc le personnage de Aye Adara, qui est une commandante en second d'un sous-marin nucléaire, et elle est plus rigoureuse à ses affaires, mais ils se croisent brièvement pendant le passage d'un cyclone. Je pense à l'œil du cyclone, c'est pour ça. Ben oui. Cyclone de Noël. Fait que là, ils vont comme se cruiser un peu et tout, puis là, il va réaliser qu'elle a oublié son collier, fait qu'il va partir à sa poursuite et rentrer dans le sous-marin en disant « J'ai le temps d'aller y donner et de m'en aller ». But no! Il va être coincé dans le sous-marin, se faire passer pour un membre de l'équipage et essayer de tranquillement la convaincre que c'est une vraie passion, que c'est une vraie histoire d'amour qui mérite qu'on y mette tant énergie et passion, justement. Et tout ça sans se faire criffer dehors au beau milieu de l'océan par le capitaine joué par José Garcia. On est dans les cas d'une comédie sentimentale assez... très léger. Oui, très légère, des gags visuels et des trucs quand même sympathiques là, quand ils montent tout l'équipage à chanter et tout. Là, c'est pas une comédie musicale, mais juste à un certain moment parce qu'il va se retrouver aux cuisines, puis il va finalement rehausser aussi la qualité de la bouffe, etc. Fait que voilà pour... à toute allure. Je sais pas si tu avais d'autres commentaires. Non. Ben, l'idée est quand même intéressante de nous présenter ça dans un lieu original, là, quand même, dans un sous-marin. Oui, puis le film démarre quand même un peu plus en mode aventure, chose qui va peut-être pas se rendre à terme au bout du film. Là. Ça devient pas OSS 117 non plus. Là. Mais, c'est ça, la prémisse. Puis Pio Marmaille est quand même un comédien sympathique. Oui, c'est ça, une belle gueule de cinéma qui est drôle, qui a du bagou, comme on dit. Sinon, puis il y a Blitz aussi de Steve McQueen, un film de Deuxième Guerre mondiale. Un film on va dire, de Apple TV, mais qui fait quand même un passage dans plusieurs cinémas là, avant sa sortie sur les plateformes. Puis que ça vaut un film de Deuxième Guerre mondiale comme ça, vaut toujours la peine sur grand écran. Cela dit, il est juste disponible en version anglaise ou avec sous-titres français. Il n'y a pas de version française. On est donc en 1940, on est à Londres, alors qu'on voit souvent le côté américain, je dirais, de peut-être notre proximité aux États-Unis d'Amérique. Donc, on est durant les attaques aériennes de l'Allemagne, donc des nazis contre la Grande-Bretagne. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on demandait aux adultes de continuer à travailler parce que, surtout les femmes dans les usines, les hommes, les militaires, tout le monde travaille pour la défense du pays. Donc, on construit de l'armement, de la protection, des choses comme ça. Mais pour protéger les enfants, on les prenait toutes, on les mettait dans des trains, mais pas des trains positifs quand même. Puis, on les envoie en campagne où on va s'occuper d'eux puis continuer leur éducation, mais qui vont être plus en sécurité parce que les bombardements ont lieu beaucoup sur Londres et sur les grands centres. Le personnage qu'on suit, les deux personnages qu'on suit, en fait, c'est... Déjà, on retrouve Saoirse Ronan quelques semaines après The Outrun, l'écart, où elle travaille dans une usine, justement. Elle a un talent pour la musique. Elle joue beaucoup de piano et chante à la maison avec son père et son fils, joué par Elliot Heffernan, que j'ai pas regardé, mais je me souviens pas de l'avoir vu ailleurs. Oui, c'est un enfant de 10 ans, là, fait que je pense pas qu'il ait fait 180 projets. Fait que c'est son fils qui, lui, va être envoyé à l'extérieur, mais lui, trippe pas pantoute, se sauve du train et essaie de revenir voir sa mère. Fait qu'on va être dans cette espèce de chassé-croisé où elle, à un moment donné, va apprendre que son fils s'est pas rendu à destination. Fait qu'elle, elle cherche son fils dans la ville. Lui, cherche à revenir dans la ville. Fait qu'on alterne comme ça. Il va faire la rencontre de plusieurs personnes, des fois des gentilles, des fois des moins gentilles. Il y a tout ça, une espèce de thématique très Charles Dickens à tout ça. Là. Justement, il y a un côté familial dans tout ça. Je ne sais pas si le film est vendu comme ça, comme une aventure familiale, mais clairement, il y a un gros feel de tout ça. Il y a certains trucs un peu plus... des scènes un peu plus intenses. Ça commence avec un gros incendie très bruyant, des pompiers assommés par des lances trop puissantes d'arrosage, des choses comme ça qui pourraient brasser certains enfants. Mais tu sais, le même film en dessin animé, là, c'est sûr je l'aurais écouté 50 fois quand j'étais jeune, mais là, c'est comme c'est en prise de vue réelle. On dirait que ça a l'air... tout a l'air un petit peu plus réaliste, là, mais on voit aucun nazi, aucun méchant allemand, il n'y a pas de coup de feu dans le film. On est vraiment par rapport, c'est ça, au bombardement. Ouais, puis même du moment où on devrait voir des gens très
mutilés et explosés suite à des bombardements, ben, ils ont l'air de faire dodo tranquillement. Là, fait que c'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment une vibe familiale à tout ce film-là. Ça serait peut-être pas ma recommandation pour aller voir avec des enfants de 7 ans, là. Non, mais un 10 ans et plus, je pense que oui, ça se prend très bien. Le film est quand même aussi étonnamment parsemé de numéros musicaux, mais c'est pas une comédie musicale. Puis là, c'est pas comme l'affaire genre le Joker ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste que on se retrouve souvent dans des moments où c'est un cabaret, puis là, tous les gens chantent, puis là, à un moment donné, c'est bombardé. Ou comme on dit, à la maison, ben, ils montrent aux garçons à jouer du piano, fait qu'ils chantent une chanson, fait qu'on voit cette chanson-là, mais c'est jamais une chanson qui raconte ce qu'ils sont en train de faire ou ce qu'ils vivent. C'est plus que c'est une famille qui aime la musique. Ouais, c'est ça. Et je sais pas si j'ai mentionné, mais c'est un film de Steve McQueen, qui, on le connaît principalement pour 12 Years a Slave, donc 12 ans à être esclave, je ne sais plus comment il l'appelait, 12 ans d'esclavage. Ouais, je pense que c'est ça. Et le Shame aussi, un film qu'il avait fait avec... les noms Tom Hiddleston. Non, c'est pas Tom Hiddleston, c'est l'autre, le copain d'Alicia Vikander. Là, Ah oui, Fassbender. Oui, Michael Fassbender, voilà. Ouais, toi, t'en as pensé quoi de Blitz? Ben écoute, moi, c'est pas la première fois que je te dis, j'aime beaucoup les films de cette période-là, donc... T'es un fan de la guerre mondiale. Ouais, beaucoup de... Si c'était à refaire, tu la referais. Je sais pas. Oui, c'est ça. Pas ça j'ai dit, pas ça j'ai dit. Puis là, ben, c'est intéressant, donc on aborde justement les fameux blitzkrieg des nazis sur Londres, donc les bombardements aériens et tout ça. Fait que je trouve le sujet quand même assez intéressant, mais je pense le plus profond message qui semble être présent dans le film, c'est vraiment... On parle beaucoup quand même de racisme. Donc, Steve McQueen, qui est un réalisateur britannique noir, c'est très présent dans ses films. Oui, puis j'ai oublié de mentionner que dans le fond, son garçon, il est un mulâtre. Exactement, là, je sais pas si c'est bien de dire ça, mais en tout cas, d'un père noir, d'une mère blanche, fait que lui aussi est victime souvent de racisme. Oui, c'est ça. Fait qu'il va croiser beaucoup j'ai tendance à dire afro-américains, mais d'afro-britanniques sur son passage, mais ils sont pas tous gentils. C'est ça qu'on va réaliser aussi. Tout n'est pas parfait. Là. Et vis-à-vis les autres jeunes aussi, ce sentiment d'exclusion-là. Fait que ça est très présent au cœur du film. Mais j'adore aussi Saoirse Ronan, qui est toujours très bonne et magnifique et incroyable à voir. Fait que juste pour elle, c'est intéressant. Mais tu l'as dit, il y a comme un drôle de ton où c'est quand même un côté, je dirais pas sentimental, mais quand même léger, ou en tout cas, à l'eau de rose. Ouais, c'est ça, ce côté-là. Mais je pense que... Mais je pense que c'est voulu, probable. Là. Oui, puis c'est peut-être parce que quand on s'est attardé au visionnement, comme beaucoup de films, on n'écoute pas vraiment les bandes annonces, quoi que ce soit, puis on fait « OK, ça sort cette semaine, allons voir pour en discuter ». Fait que peut-être que le sachant, je l'aurais plus apprécié. Comme là, ben, on vous prévient que ça a cette vibe-là. Parce que les critiques que j'ai vues à gauche et à droite sont quand même très bien pour le film et tout. C'est plus que nous, ça nous a surpris en disant OK, je pensais que ça serait plus dramatique, plus violent. C'est pas nécessairement ce qu'on voulait, mais je pensais que ça serait plus réaliste, peut-être. Exact. Alors que là, c'est ça, ce degré-là qui me rappelait un peu, genre les Aristochats, mais en bombardement de Londres. T'sais. Puis, fait que c'est ça. Sinon, j'ai quelques petits trucs aussi intéressants parce qu'on retrouve aussi au générique Harry Dickinson. Mais je pense qu'on dit Harris. Harris, oui, c'est moi, tu as raison. Et lui, il avait joué avec Ronan dans le film See How They Run il y a quelques années. C'est vrai, ouais. De truc à la Agatha Christie. Là. Ouais. Et puis, dans le film, il y a vraiment une inondation, une scène d'inondation du métro là, où les gens sont coincés. Tout ça, et c'est réellement arrivé. C'était le 14 octobre 1940. Donc, une soixantaine de personnes sont décédées coincées. Suite au bombardement. Oui, c'est ça. Une bombe était tombée, rupture d'aqueduc et tout ça. Et ça a inondé la station de métro. Fait que, ça doit être compliqué à tourner, ça, des scènes de même comme ça. Là, avec de l'eau, ben, on pense à James Cameron puis Titanic. Là, mais quand il y a c'est que des fois aussi, lui, il l'avait aussi dans le bateau, là, des flux d'eau qu'il faut que tu gères, après t'enlèves tout, tu repompes, tu refais, puis ça te scrape une partie du décor. Fait que là, il faut que ça a l'air pas scrap avant de le refaire. Ça doit être une logistique incroyable. Et d'ailleurs, il faut le dire, quand même, la direction artistique, elle est très réussie. Je n'ai pas regardé le budget du film, là, mais on s'entend que c'est pas un film qui a dû coûter 100 millions. Là. Non, mais je trouve que l'argent est vraiment à l'écran. C'était vraiment de belles recréations de l'époque, des décors, justement, tout d'effets. Puis,
Fait qu'à ce niveau-là, là, on y croit quand même très bien. Pour Blitz, avec un Z à la fin, c'est ce qui conclut le balado pour cette semaine. La semaine prochaine, le 15 novembre, eh bien, on a très hâte de vous parler de Berger qu'on a vu cette semaine. Moi, j'ai adoré ce film-là. Alors, de Sophie de Raspe, premier film depuis Antigone, comme 2019. Ça fait un petit bout. Aussi, gros tournage... probablement très complexe en extérieur avec des intempéries, des animaux, etc. On aura l'occasion de la rencontrer, alors j'ai très hâte de savoir plus. Moi aussi. Et en parlant de Deuxième Guerre mondiale, A Real Pain de Jesse Eisenberg. On dit beaucoup de bien. Où deux cousins d'origine polonaise retournent en Pologne pour aller découvrir un peu l'héritage de leur grand-mère. Je pense qu'il est maintenant décédé, mais qui était une survivante de la Shoah et de tout ça. Alors, sûrement plein d'autres surprises, mais très hâte de découvrir et de discuter de ces deux titres. Pour nous contacter, écrivez-nous par courriel balado@monciné.ca ou sur les médias sociaux. Suivez Magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram. Procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ça, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn. Et puis, si jamais vous sonnez à une porte, que c'est un monsieur qui vous offre de rentrer, vous offrir de la tarte au bleuet, méfiez-vous un peu. Ouais, prenez-la sur le perron.